Bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence de la part de toute l'équipe de l'UNICEF. Et merci à Azel qui a accepté de venir faire cette conférence avec moi. Ce projet sur les enfants sortis en République démocratique du Congo, ça a d'abord été une plaidoirie pour défendre ces enfants. Et c'est pourquoi on vous propose un certain format. D'abord, une présentation du sujet pendant une vingtaine de minutes à peine, pour que vous sachiez qui sont ces enfants, quels sont les enjeux. Et ensuite, on passera à la partie plus interactive, aux questions, débats, etc. Nous vous souhaitons une bonne conférence. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est pas grave. Est-ce que tout le monde m'entend? Ok, c'est bon, on va commencer. Alors. Moi, c'est Rachel. Rachel Mwanza. Je suis née en 1997, à Mbujimaï, en République démocratique du Congo. J'ai passé une enfance agréable et aisée auprès de ma famille. Mais en 2004, un drame se produit. Mon père perd son travail à la Gécamine, la plus grande entreprise minière du Congo. Ma mère, mes frères et moi sommes obligés de déménager à Kinshasa, chez grand-mère. En 2008, maman décide de partir en Angola pour chercher de l'argent, car la situation financière de la famille s'est dégradée. Elle n'est jamais revenue. Après son départ, un faux prophète fait croire à ma grand-mère que je suis la source de tous les maux de ma famille et décrète que je suis une Ndoki, une sorcière en lingala. Ma grand-mère me met alors à la porte et je deviens une Shege, une enfant de la rue. Cette histoire, Rachel Mwanza la raconte dans son livre Survivre, pour voir ce jour. Exaucé, 13 ans, témoigne à l'OCPR de Matete, un des rares centres associatifs parrainant les enfants de la rue. J'étais partie à Brazzaville avec mon père. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa, ma grand-mère était morte. Nous sommes allés à l'église de mon grand-père pour le deuil. Là, le pasteur m'a désignée. Il a dit que j'avais mangé ma grand-mère. Ils m'ont gardée enfermée à l'église, avec des cordes aux pieds et aux mains. Je ne voyais pas dehors. On faisait le jeûne pendant 3 jours. Méthode courante qui a pour objectif d'affamer le sorcier qui est en eux. Puis, je prenais la purge, 1 litre d'huile de palme à avaler. Afin que l'enfant vomisse la chair humaine qu'il a ingérée. C'est par elle qu'il lui a été transmis la sorcellerie. On nous mettait dans les yeux une eau qui nous faisait pleurer. De l'eau salée, mélangée à des herbes et à du piment. J'ai dit que je n'étais pas sorcier, que je ne comprenais rien de tout cela. Mais on voulait que je fasse la délivrance. On me versait la bougie fondue sur les pieds et le front. J'ai fui pour retrouver ma famille. Ils m'ont battue pour que j'avoue. Pour qu'il accepte sa fonction de sorcier, afin qu'on le délivre. J'ai fui dans la rue. La vie est dure dans la rue. Rapporte Emmanuel, un orphelin de 14 ans, à Human Rights Watch. Nous sommes tout le temps harcelés par les militaires. Ils viennent la nuit, n'importe quand après 22 heures. Ils nous donnent des coups de pied ou nous frappent. Ils réclament régulièrement de l'argent ou des objets qu'ils peuvent vendre comme des téléphones portables. Seuls, ceux qui sont fuis et ne sont pas rattrapés sont hors de danger. Si nous avons travaillé pour 20 centimes de dollars, ils peuvent même nous prendre ça. Comme Rachel, Exaucé et Emmanuel, entre 120 et 150 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues en 2015, d'après l'UNICEF. Ils sont des milliers d'enfants en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, en Angola, au Nigeria, dans le golfe du Bénin, et j'en passe, où ils sont considérés comme des sorciers. Et c'est au nom des enfants sorciers de la République démocratique du Congo que nous souhaitons nous adresser à vous aujourd'hui. Malheureusement, leur nombre est difficile à estimer et varie sans arrêt, mais il serait plus de 22 000, seulement à Kinshasa, la capitale de la RDC. 22 000 enfants. 22 000 vies. 22 000 accusés de sorcellerie et subissant des séances d'exorcisme. 22 000 à plaider coupables après d'atroces souffrances. 22 000 innocents se retrouvant dans la rue, à devoir subvenir à leurs propres besoins, souvent par le biais de la violence et de la prostitution. Mais commençons d'abord par définir le terme clé que nous employons dans cette conférence.
Selon le Larousse, la sorcellerie est une pratique magique ayant un effet néfaste sur un être humain, un animal ou une plante. Et selon la culture congolaise, pipi au lit, ventre ballonné, sommeil agité, comportement insolite ou handicap sont la preuve que l'enfant est un sorcier. Mais d'où viennent ces accusations ? Les facteurs sont multiples, économiques, politiques et sociaux. Tout d'abord, l'appauvrissement général de la population ne permet pas de pourvoir aux besoins des enfants. Les parents, étant mal rémunérés, ne peuvent ni payer la scolarité de leurs enfants, ni les nourrir convenablement. D'après le dernier rapport du FMI, 82% de Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 vivent chacune avec moins de 1,25 $ par jour. Le salaire mensuel moyen d'un Congolais est de 44,60 €. Nul n'est sans ignorer que la pauvreté en RDC n'est pas un mythe. Pour s'en persuader, il suffit de noter l'incapacité d'une grande majorité des populations congolaises à satisfaire les besoins alimentaires, l'incapacité à accéder aux besoins de santé, à accéder à la scolarisation, à se loger décemment, etc. Explique Kabamba Darli, économiste à l'université de Kinshasa, au journal Libre Afrique. Précisons que l'accès à la scolarité, par exemple, n'est possible qu'après avoir payé ce qu'on appelle le Minerval. Même cela, tout le monde ne peut pas se le permettre. Quand une mère célibataire se retrouve avec 6 enfants à scolariser, avec un montant moyen de Minerval par enfant de 150 $, soit 120 € par trimestre, l'école devient très vite le lieu des riches privilégiés. À cela s'ajoute le contexte politico-militaire, là, ou plutôt les guerres, dans le Kivu, à l'est, au Kasaï, au centre, et dans le Tanganyika, au sud-est, un conflit entre Bantous et Pygmées. La RDC est en proie à de graves crises humanitaires, aggravées par la crise politique à Kinshasa. Une alternance a pourtant bien eu lieu depuis les dernières élections du 30 décembre 2018. Le mandat de Joseph Kabila, président sortant, avait officiellement pris fin depuis décembre 2016, ce qui causait des tensions dans tout le pays. Les élections ont amené au pouvoir l'opposant Félix Tshisekedi, élu à 38% des voix d'après la CENI, Commission électorale nationale indépendante, mais contesté par la majorité des Congolais qui s'appuient sur le rapport de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, seul observateur déployé dans tout le pays. Selon ces derniers, c'est Martin Fayoulou, l'autre opposant à Joseph Kabila et son dauphin Chadari, qui a remporté les élections avec 62% des voix, tandis que Tshisekedi n'aurait eu que 16%, d'où son surnom Monsieur 15% par les Congolais. Malgré cette transition politique, la situation reste critique dans le pays. Les remarques de l'ex-premier ministre Sami Badibanga en 2018 sont malheureusement toujours d'actualité. Alors que 77 personnes par minute sortent de l'extrême pauvreté en Asie, 3,6 personnes y tombent chaque minute en RDC. Ce contexte politico-militaire instable et les guerres qui déchirent le pays ont contribué à augmenter le nombre d'enfants orphelins. Hébergés chez des membres de leur famille ou faisant désormais partie d'une famille recomposée, ils sont souvent déscolarisés, à l'inverse de leurs demi-frères et sœurs, et sont soumis quotidiennement à la maltraitance, une violence physique et psychologique, et à la non-assistance en cas de maladie. Ceci viole l'article 13 de la loi du 10 janvier 2009 portant sur la protection de l'enfant en RDC, ainsi que les articles 3, 24, 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant que le pays a signée. Les parents ou l'entourage, cherchant dans les conditions de vie difficiles un bouc émissaire, une raison à tous leurs maux, pensent trouver dans ces enfants la source de leur misère. Cette culture des enfants sorciers s'est enracinée au Congo dans les années 90, avec l'apparition de nouvelles églises, surtout de mouvances pentecôtistes, les églises de réveil ou charismatiques par exemple. Celles-ci sont dirigées par des faux prophètes et pasteurs, appelés Mosakoli. L'histoire politique congolaise permet de comprendre un peu mieux ce phénomène. À l'époque du Zaïre, c'est-à-dire sous le dictateur Mobutu, il existait des églises protestantes, catholiques, de l'armée du salut et des féticheurs. Mais l'arrivée de Kabila au pouvoir en 2001 et la constitution qui a fait de la RDC un État laïque en 2006
ont favorisé la multiplication des églises évangéliques. Les féticheurs, n'ayant plus de clients, se sont convertis en pasteurs et ont créé des églises soi-disant inspirées du christianisme, mais qui sont en réalité des temples des féticheurs. Et ces églises poussent à tout coin de rue, en ville comme en brousse. En fait, le réveil spirituel au Congo est considéré comme une réponse de Dieu face à la crise multiforme qui sévit dans le pays depuis plusieurs décennies déjà. Le problème est qu'il n'échappe pas à certains écueils et excès, ces leaders profitant généralement de manière outrancière de la foi des fidèles, prêts à n'importe quoi, prêts à se raccrocher à n'importe quoi, pour échapper à la misère de leur quotidien. Ceci entraîne de nombreux abus de la part de ces pasteurs, titre souvent auto-attribué. Agissant sous couvert de lutte contre le mal, ils associent la sorcellerie au diable, disent voir un esprit maléfique dans le corps de l'enfant. Et celui-ci est à l'origine de tous les malheurs de la famille. D'après la loi numéro 09/001 de 2009, article 160 de la loi portant sur la protection de l'enfant, en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni d'1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Pourtant, cette loi n'est pas appliquée. La population congolaise, étant ignorante et surtout sensible aux superstitions, se laisse aveugler. Les enfants, soi-disant coupables de la pauvreté, de la mort d'un membre de la famille, du manque de réussite, sont déposés dans ces églises pour des retraites de 10 à 20 jours, durant lesquelles ils sont contraints de jeûner et de suivre des séances d'exorcisme. Nous allons vous faire passer l'extrait du film documentaire Kinshasa Kids, qui va vous donner l'exemple d'une séance d'exorcisme. Bien sûr, c'est un exemple parmi tant d'autres, et on n'a pas voulu choisir non plus le plus violent. Chaque église a sa méthode de torture. Et pour une séance d'exorcisme, il faut entre 5 000 et 50 000 francs congolais, soit entre 3 et 30 euros. Rappelons que le salaire mensuel d'un Congolais est de 44,60 euros. L'UNICEF relate dans un rapport de 2010 que l'enfant sorcier contiendrait la substance sorcière dans son abdomen. Alors parfois, le tradipraticien découpe avec un couteau non stérilisé le ventre de l'enfant et ampute un petit morceau de son intestin
symbolisant la sorcellerie. Ces faux prophètes se construisent une fortune avec l'innocence d'enfants dont la vie sera stigmatisée. Sachant qu'un sommeil agité, un ventre ballonné ou encore la pauvreté familiale ne se résout pas avec un liquide ni de la torture, ces enfants sont abandonnés par leur entourage et se retrouvent dans les rues. Ils devraient là être pris en charge par l'État, comme disposent les articles 62 et 63 de la loi de 2009 portant sur la protection de l'enfant. L'enfant accusé de sorcellerie bénéficiant, je cite, d'une protection spéciale. Cependant, arrivés à la rue, la plupart des enfants y restent, et la violence est partout. Physique et sexuelle, elle est notamment menée par les policiers, comme nous l'a expliqué Emmanuel. Les enfants ne vivent plus, mais ils survivent en travaillant. Ils enchaînent les petits boulots, vendeurs de pain, d'eau, de légumes. Beaucoup sont aussi receveurs. Ils sont chargés d'annoncer les différents arrêts de bus à voix haute et de vendre des tickets aux passagers. Les garçons, parfois, se joignent à des bandes organisées, appelées Kuluna. Ces derniers sont des groupes de jeunes désœuvrés qui, contrairement aux Chégués, ont un foyer, mais qui, suite au chômage, se mettent à voler pour survivre. Ces bandes de hors-la-loi peuvent blesser et couper leurs victimes, voire les tuer, avec des machettes dont ils sont armés. Ainsi, ils sèment la terreur en arrachant bijoux ou téléphones portables aux passants. Les filles, quant à elles, se prostituent de 6 ou 7 ans. Et si le préservatif n'est pas utilisé lors du rapport, elles sont payées plus. Mais le montant n'excède jamais les 2,30 €. C'est ainsi qu'on voit apparaître une nouvelle génération d'enfants des rues. En effet, certaines filles qui se sont prostituées ou qui ont été victimes d'un viol, tombent enceintes et donnent naissance à des enfants qui, à leur tour, vivront dans les rues. La plupart de ces enfants vivent dans l'ignorance complète de la part de la société africaine et mondiale. Pourtant, chaque enfant du monde possède des droits fondamentaux. D'après l'article 19, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux, ou de toute autre personne à qui il est confié. Ces conditions de vie inhumaines doivent tous nous alerter. Si, contrairement à Exaucé et à Emmanuel, Rachel Mwanza, aujourd'hui actrice et auteure, a survécu à l'enfer des rues, beaucoup d'enfants périssent chaque jour. Mais les solutions existent. À court terme, il est essentiel que l'État crée une unité de recherche constituée d'anciens enfants des rues formés, ainsi que des maisons d'enfants et des dispensaires spécialisés, afin d'accueillir les enfants considérés comme sorciers. À plus long terme, la solution est l'éducation. Une plus grande connaissance du phénomène permet de sensibiliser les populations. Une plus grande connaissance culturelle permet de lutter contre ces pratiques. Comme le recommande l'UNICEF, le dialogue entre communautés, autorités locales, tradis praticiens et chefs d'église doit naître en insistant sur les droits de l'enfant. Pour que ces droits soient appliqués, la sensibilisation des magistrats semble aussi nécessaire, ainsi que la réglementation des activités des églises concernées et des licences dispensées aux médecins tradipraticiens. Tout cela nécessite des moyens financiers. Mais une fois qu'une élite sera formée à l'intérieur du pays, elle pourra elle-même former le reste de la population, parents et enfants, dans les villes comme dans les campagnes. Changer la situation actuelle, c'est prouver que le sort n'est pas jeté. Nous vous remercions pour votre attention. Nous allons pouvoir passer aux questions, objections, remarques. On sera ravis de pouvoir discuter avec vous. Un micro va passer dans la salle pour que tout le monde puisse vous entendre quand vous prenez la parole. Merci pour la conférence. Je voulais vous demander, oui. Vous savez dans quelles conditions le reportage a été tourné? Est-ce que le journaliste s'est mêlé à ses familles? Comment est-ce qu'elles ont... Voilà. J'essaie de me... Mince, j'ai pas rapporté le DVD.
Alors en fait, il y a plusieurs. Déjà, on ne sait pas tout. C'est pas vraiment un documentaire. C'est à la fois un documentaire et une fiction. C'est un film qui s'appelle Kinshasa Kids. Mais la partie qu'on vous a montrée, c'est une partie qui est vraiment pas fictionnelle. Enfin, ça s'est réellement passé comme ça. Et lui, il est juste venu filmer sans normalement prendre part à ce qui était en train de se passer pour pouvoir filmer au plus juste la réalité. Après, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Et il y a eu d'autres documentaires qui ont été tournés sur les enfants sorciers, notamment à Kinshasa. Et celle qui est devenue actrice, Rachel Manza, racontait que pour ce premier casting auquel elle avait voulu participer, ben pendant tout le tournage, elle était dans une grande maison, nourrie à sa faim, etc., etc. Et à la fin du tournage, retour dans les rues. Et en fait, c'est vraiment le film Kinshasa Kids qui a changé sa vie. Parce que cette fois-ci, ceux qui ont tourné le film ont décidé de ne pas abandonner les enfants avec qui ils avaient tourné le film. Et c'est ça qui a aussi pu lui permettre de devenir actrice, de gagner un Oscar pour un autre film, etc. Merci. Est-ce que, du coup, il y a des interventions concrètes, humanitaires qui se passent et est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que ça crée des problèmes au sein des communautés? Est-ce que des fois, ça empire la situation Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Oui. Est-ce que ça empire des... C'est-à-dire? Est-ce que ça peut créer des litiges au sein des communautés, des villages? Est-ce qu'il y a une espèce de résistance à l'intervention? Enfin, qu'est-ce que vous pensez en gros de l'intervention internationale, quoi? Ok. Alors, si on en parle, c'est qu'il y a très très peu d'interventions pour les enfants. Moi-même, je suis née au Congo. Je n'avais pas pris en fait conscience de l'ampleur de la situation parce que pour nous, enfin pour la population congolaise, c'est comme ça devient un peu normal en fait cette situation des enfants. Et donc oui, non, mais en fait oui, parce que faut savoir que la population congolaise est très croyante en Dieu. Et tous les enfants qui naissent avec une déformation sont considérés comme venus du diable. Or, le diable porte malheur. Et forcément, ces enfants-là portent malheur. Et donc, c'est normal pour la population congolaise, en tout cas pour certains. Et donc, il y a très peu d'interventions venant des Congolais eux-mêmes. Mais je sais qu'il y a l'UNICEF, par exemple, qui est au Congo, qui travaille avec des enfants des rues. Il y a certaines organisations, certaines ONG qui ont été créées. Je pense à l'OCPR, dont on a parlé tout au début, et je crois que ça a été créé par un Italien. Mais il y a vraiment très très peu d'interventions, en fait, parce que le phénomène est très peu connu. Et au sein même de la population congolaise, ben, les gens ils sont en mode c'est normal. C'est ça le problème. Après, il y a quand même plusieurs initiatives qui ont été faites et de plus en plus de maisons d'enfants qui sont créées, ou des orphelinats, etc. Le problème, c'est qu'il manque crucialement de moyens et que l'État congolais ne leur vient pas vraiment en aide. Et par rapport à ce que tu disais sur ce qui est du rapport des Européens, il y a pas mal de recherches sociologiques, anthropologiques qui ont été faites à Kinshasa par rapport aux enfants sorciers, parce qu'on pense souvent que c'est ancré dans d'anciennes pratiques, etc. Et là, je voulais juste vous passer l'extrait d'un écrivain congolais qui explique que le fait de venir filmer, etc., ça entraîne encore plus ce phénomène parce qu'il est mis en avant et que même les enfants, ils voient un certain pouvoir à travers la caméra et du coup, ils continuent, quoi. Parce que nous, on a parlé d'enfants qui acceptaient pas le fait d'être sorciers, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui, après la torture, etc., acceptent qu'ils sont des sorciers et commencent à inventer tout un imaginaire en disant qu'ils ont mangé telle personne, que la nuit ils volent, etc., etc. Et le fait d'être filmé, ça leur donne un certain pouvoir.
anthropologues, vous les journalistes, vous les chercheurs venus de l'Europe, c'est vous qui créez une sorte de valorisation avec vos caméras ici. Je ne vous cache pas qu'en l'espace d'une année, on peut recevoir, vous savez ici, par trimestre, au moins 2 ou 3 équipes. Des gens qui viennent sur le même sujet. Sur le même sujet des enfants sociaux. Vous savez, la caméra là est terrible. Parce que la caméra, l'œil de la caméra valorise. Et l'enfant aime ça. L'enfant aime être vu et écouté. Il y a un phénomène d'autogestion qui fait qu'il construit une sorte de mise en scène, une sorte de théâtralité. Et pour nous, c'est-à-dire pour notre société, un enfant qui de lui-même a vu les sociaux, mais c'est la meilleure pièce à condition. Et nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'à l'analyse psychiatrique que je fais, psychanalytique que je fais. Nous n'avons pas le temps. Parce que tout de suite, on interroge l'invisible. Tout de suite, c'est le monde de l'invisible qui parle par l'enfant. L'enfant n'existe plus, ce n'est qu'un médium. En fait, il faut juste, pour ma part, il faut juste trouver une sorte d'équilibre, en fait. Parce que le phénomène doit être évidemment médiatisé pour que les gens sachent ce qui se passe, mais il faut faire très attention à ce qu'il a dit, parce qu'il a vraiment raison. Parce qu'il y a des enfants, comme disait Laura tout à l'heure, qui vont avouer, soit pour qu'on les laisse tranquilles, soit parce qu'ils ont vu une caméra et ils ont besoin d'être écoutés. Ce sont des enfants qui ont été maltraités. Donc pour une fois que quelqu'un s'intéresse à eux, bah, ils vont vouloir créer toute une histoire pour qu'on s'intéresse à eux. Mais je pense vraiment qu'on doit chercher vraiment un équilibre, en fait. Ne pas aller très très loin et ne pas non plus se dire si c'est comme ça, on laisse tomber. Non, sinon on ne pourra pas les aider. Donc voilà. Ne pensez-vous pas que ce serait de la part de la population une hypocrisie visant à désigner un enfant sorcier au lieu d'accepter son incapacité à élever sa propre progéniture plutôt qu'une croyance, parce qu'il considère qu'il croit en Dieu, etc., au mal, sauf qu'il n'a jamais été écrit dans les livres sacrés de désigner son enfant en ces termes, et l'infirmité n'est pas un mal venant du diable comme... Ah, mais je pense tout à fait que en fait, c'est la facilité. C'est la facilité. On n'arrive pas à enlever un enfant. Il faut savoir qu'au Congo, on a un des taux de natalité le plus élevé au monde. Les familles ont beaucoup d'enfants. Et quand on a beaucoup d'enfants et qu'on n'a pas un bon salaire, forcément, on n'arrive pas à prendre soin de ses enfants. Et donc, on ne veut pas être responsable de ça, de se dire que j'ai mis des enfants au monde, mais je n'arrive pas à prendre soin d'eux. Donc, on cherche une excuse. Mais évidemment que c'est faux. Comme vous dites, c'est écrit nulle part. Et même moi, des fois, je pense, quand les gens disent ils sont sorciers, on va les mettre dehors, mais nous, on croit en Dieu, j'ai envie de vous dire, mais si vous croyez en Dieu, faites quelque chose. Est-ce que vraiment, si le Dieu en qui vous croyez existe, pourquoi vous mettez l'enfant dehors? Voilà. Si vous avez la raison. Et ma deuxième question serait, pensez-vous que l'État devrait intervenir au vu de la situation critique de ces enfants? Évidemment que l'État doit. Et comment également? Pardon. Comment aussi, par quels moyens? Alors, plusieurs moyens. Déjà, commencer par des campagnes de sensibilisation. L'État congolais ferme complètement les yeux sur le sujet. Et ça, c'est anormal. Quand on est dans un pays où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants, l'éducation, je suis désolée de le dire, mais c'est indispensable. Mais vraiment indispensable. Il faut que l'État mette des moyens en place, des centres, comme on a dit tout à l'heure, des campagnes de sensibilisation auprès des familles, pour qu'ils sachent qu'un enfant qui fait pipi au lit n'est pas un sorcier. En fait, plus les gens vont être cultivés, entre guillemets, plus les gens vont être éduqués, plus on va se dire qu'en fait, il y a des choses qui sont normales. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai une petite sœur, elle faisait pipi au lit. Mais pourquoi elle n'a pas été accusée de sorcellerie? Pourquoi mes parents ne l'ont pas mis dehors? Parce que mes parents avaient cette connaissance-là que ça arrive à un enfant de faire pipi au lit, ça arrive à un enfant de parler la nuit. Moi, j'ai un petit cousin, il parle la nuit quand il est fatigué ou quand il a beaucoup joué dans la journée. C'est pas pour autant qu'il est sorcier. Et donc, je pense que l'État doit vraiment agir sur ce côté
éducation, parce que c'est ancré dans la culture congolaise. Et pour enlever ça, ça va être dur, je le sais, mais il faut commencer quelque part. Et une deuxième chose, c'est que les individus ne peuvent pas remplacer l'État. Nous, on veut bien faire des actions, les ONG, mais tant qu'on ne collabore pas avec l'État, il y a un problème. Parce qu'une ONG, quand elle arrive dans un pays, elle fait une action, puis elle s'en va. Mais les enfants, ils restent là, avec le même gouvernement, le même État. Donc il va falloir organiser les choses au niveau de l'État pour que même lorsqu'une ONG part, l'État a déjà des structures. L'État, c'est que ça soit ancré, en fait. Donc voilà, si tu veux ajouter quelque chose. Vous avez beaucoup parlé des enfants sorciers dans les villes, mais qu'en est-il dans les campagnes? Est-ce qu'ils se retrouvent abandonnés au milieu de nulle part? Ça arrive? Alors, en fait, il y a plusieurs catégories d'enfants sorciers. Nous, ce dont on a décidé de vous parler, c'est du phénomène urbain des enfants sorciers, comme tu l'as dit. Et c'est un phénomène qui se passe plus en ville déjà que dans les campagnes, parce qu'en ville, le chômage est plus présent. Et dans les campagnes, il sera moins présent. Mais évidemment, ça peut arriver d'être accusé de sorcellerie au milieu de nulle part et d'être abandonné au milieu de nulle part. Et en fait, au niveau des accusations de sorcellerie, vous avez le phénomène urbain des enfants sorciers dont on a parlé. Ceux dont les naissances sont désignées comme anormales, ça c'est beaucoup présent dans le golfe du Bénin. C'est soit des enfants qui sont nés prématurément, soit qui sont nés par le siège, toutes sortes de choses comme ça. Et la dernière catégorie, c'est les enfants albinos, et il y a même tout un commerce d'organes qui existe. Ajouter un truc par rapport à la campagne. J'ai habité à la campagne, mes parents habitent encore à la campagne au Congo. Et oui, ça touche aussi les enfants dans les campagnes. Et en ville, les habitants ont tendance à laisser les enfants aller dans la rue. Les parents les abandonnent. Alors qu'en campagne, il y a certains centres qui accueillent des enfants. Les parents ont tendance à aller déposer leurs enfants. Mais vraiment en mode, non, on n'en veut plus, faites ce que vous en voulez. On n'en veut plus. Et oui, il y a des enfants qui se retrouvent parfois dans les rues. Et dans les campagnes, en campagne, c'est plus dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures. Et un enfant qui se perd au milieu de nulle part, certains rencontrent des adultes qui connaissent peut-être un centre, un orphelinat, qui vont eux aussi les déposer. Mais sinon, oui, ça arrive. Vous avez parlé d'autres États où il y a des enfants qui sont considérés comme sorciers. Est-ce qu'ils prennent des actions plus concrètes qu'au Congo ou pas du tout? De manière générale, moi je pense que le fait déjà que le phénomène des enfants sorciers soit pas médiatisé, que ce soit du Congo ou d'ailleurs, ça montre qu'il n'y a pas une très grande action qui est faite, puisque sinon ce serait médiatisé. Après, je pourrais pas répondre précisément à la question parce que j'ai pas les connaissances pour. Mais je sais que c'est quand même un phénomène qui existe quasiment dans toute l'Afrique subsaharienne et que c'est pas un phénomène qui est réglé pour l'instant. Comme l'a dit Azel, la solution, c'est l'éducation. Et donc, pour moi, un pays déjà qui met en place des programmes d'éducation, c'est un pays qui, de manière biaisée, par un chemin détourné, commence à s'occuper de ce problème. Est-ce que les centres dont tu parlais en campagne, est-ce que les parents doivent payer pour mettre leurs enfants là-dedans? Ah non. Ah non. En fait, c'est comme... Excusez-moi du terme. C'est comme une poubelle. Est-ce que vous payez pour mettre vos déchets dans les poubelles? Non. Donc il y a des personnes qui travaillent dans ces centres dans le but d'aider... Alors, je vais vous donner un exemple concret. Cet été, je pars au Congo aider des enfants dans des rues en campagne, parce que mes parents habitent à la campagne. Et mon père me disait que quand il y est allé pour avoir des informations avant qu'on commence le projet, il me disait que les parents ou les membres de la famille arrivent et déposent les enfants. Et l'orphelinat en question, en fait, ils ont entre guillemets l'habitude d'avoir des enfants comme ça, parce que la famille n'en veut pas, et eux ne peuvent pas se dire on va laisser l'enfant parce que vous n'avez pas payé. Sur ce coup-là, non. Ils arrivent, ils abandonnent l'enfant, et l'orphelinat prend ou le centre. Et l'orphelinat, il est financé par l'État? Non. Du coup, il se finance comment? En fait, ça a été créé, c'est justement ça le problème, parce que ça a été créé par une Italienne, comment ça s'appelle ?
une religieuse, ouais, ça, ouais. Une bonne sœur, pardon, ouais, c'est ça. Ça a été créé par une bonne sœur qui, à l'époque, avait des moyens, donc qui a construit un orphelinat et même des écoles, il y a même un hôpital. Sauf que maintenant, ce sont des dons des individus qui ne sont même pas des dons réguliers. Et sinon, concrètement, ils n'ont rien. Parce que là, mon père me disait, il y a une partie carrément de l'orphelinat qui part avec l'érosion, parce qu'il y a des plus fortes, et ils n'ont personne. Bonjour, moi c'est pas une question mais je veux apporter une information parce que je suis congolaise et ça fait juste 4 ans que je suis sur Reims et juste vous dire que c'est vraiment un phénomène qui est très très répandu au Congo et la plupart des enfants sorciers aussi c'est aussi parce que les familles ne veulent plus des enfants, mais la plupart, ce sont les enfants qui ont perdu les parents. Et dans la famille, vu que les enfants ils ont perdu les parents, ou c'est peut-être une mort où le papa il était malade ou gravement malade, on se dit que ce sont les enfants. Et les familles, pour se débarrasser des enfants, pour se débarrasser de cette charge-là, ils préfèrent accuser les enfants de sorciers. Et puis les Congolais, ils sont beaucoup plus attachés. Après, je ne suis pas contre, mais trop attachés à la religion et trop attachés aux pasteurs. Ils prennent ce que disent les pasteurs pour... Yes. Voilà, pour une vérité, pour quelque chose. Quand le pasteur il parle, ils se disent oui, il a raison. Oui, amen. Ils se disent que les pasteurs, il a raison, c'est parce qu'ils ont l'impression que le pasteur, c'est Dieu lui-même, au fait. Et donc, c'est vraiment un gros problème. Et quand quelqu'un dit si le gouvernement il fait quelque chose, au fait, même les gens qui sont dans le gouvernement, ils ont tendance à croire aussi à ça. Et donc, ça devient difficile pour même le gouvernement, quand on lui dit non, il fait pipi au lit, il parle la nuit, et tout, il va se dire ah oui, c'est vrai, parce que souvent les sorciers ils se comportent comme ça. Il met en doute, et donc ça devient difficile pour le gouvernement lui-même d'aider, au fait. Et c'est vraiment un très grand problème. Et comme on l'a dit, ils deviennent des colonnes. Et le phénomène de colonne, c'est très grave parce que les gens ils perdent de vie. Et c'est vraiment compliqué. C'est quelque chose vraiment qu'il faut combattre. Oui, non, mais en plus, avec les pasteurs, ça joue des deux côtés. C'est-à-dire que non seulement c'est malheureux pour les enfants, mais c'est aussi malheureux pour l'Église. Parce que, mine de rien, il y a des vraies églises. Moi, j'ai grandi dans une église où on ne m'a pas accusé de sorcellerie, ma soeur n'a pas été accusée de sorcellerie. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est plutôt des églises où les anciens féticheurs sous le régime de Mobutu, qui se sont transformés en église, parce qu'ils savent que les Congolais croient en Dieu, ils aiment Dieu, on est pauvres, donc le seul truc qui nous retient, c'est Dieu. Donc, forcément, ils se sont mis là-dedans. Et les Congolais qui n'ont pas de discernement, beaucoup d'ignorance, ils croient que c'est Dieu, mais en fait, c'est pas Dieu. Mais déjà, j'ai envie de vous dire, quand on bat un enfant, je vois pas comment Dieu peut être là-dedans. Mais ça c'est encore à travailler. Bonsoir. Bonsoir. Juste une question. Là, quand vous avez dit que l'éducation est la seule solution, qu'est-ce que vous voulez exactement? Dans quel sens vous voyez l'éducation par rapport à ça? Ok. Alors, je voulais répéter une phrase de mon grand-père, mais je pense que ça va pas trop marcher. Si, je vais le dire quand même. Mon grand-père m'a dit une fois qu'au Congo, il faut raser toute sa génération, la génération de mes parents, et laisser la mienne. Parce qu'on peut être facilement formaté. J'ai pas envie de dire que c'est trop tard pour les personnes qui ont grandi dans cette culture-là, mais c'est dur pour ces personnes-là de l'enlever de la tête. Mais pour les nouvelles générations, pour les gens comme nous, pour les gens comme vous, on peut encore faire quelque chose. Commencer par sensibiliser les gens. Mine de rien, on se dit que c'est rien, on parle. Non, mais on parle pas, parce que là, je suis en train de parler, je sais pas qui, dans 10, 20 ans, va créer une ONG pour les enfants. J'en sais rien. L'État doit commencer par ça. Des programmes à la télé, des programmes de sensibilisation. L'école, c'est très important. Parce qu'un enfant qui apprend que l'énurésie nocturne, c'est tout à fait normal, que ça peut être une maladie, c'est pas pour ça que... Et ce qui est encore
Pire, c'est que même quand on chasse un enfant de la famille, la pauvreté, elle continue. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on commence à mettre cette logique-là, entre guillemets, dans la tête des gens. L'éducation, dans quel sens? Alors, j'ai dit sensibilisation, l'école, même au sein du gouvernement, ne pas forcément, comme elle disait tout à l'heure, au sein du gouvernement, il y a même des gens qui croient en ça. Il y a un moment, il va falloir qu'on commence à avoir des déclics. Justement, c'est ce que j'allais dire, en fait, parce que, bon, pour moi, ça c'est vraiment personnel, l'éducation par l'école n'est pas vraiment très, très suffisante, parce qu'il y a des gens, par exemple, que je connais, ils ont bac plus 10 et tout ça, mais dans la tête, il y a, en fait, il y a toute une culture et il y a les travaux que les parents ont déjà fait donc, dès les bas âges. Donc, c'est, pour moi, en fait, quand j'irais plutôt plus dans la sensibilisation auprès des familles. Oui. Parce que un enfant à qui on a appris depuis toute son enfance que, voilà, les racismes, c'est bien. Voilà, par exemple, dans sa tête, ça, c'est évident, en fait. C'est évident. Donc, c'est d'abord les familles qui doivent comprendre, parce que l'école peut éduquer, peut dire des choses à l'enfant, mais tant que dans la famille, le travail n'est pas fait en amont, ça ne sert à rien, en fait. J'ai envie de dire, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, c'est aller vers les familles, et pas dans un esprit de jugement, mais plutôt dans la compréhension. Exactement. Comprendre pourquoi ils font ça, et essayer de c'est vraiment un travail très difficile à faire, en fait. Parler avec eux, essayer de leur faire voir autre chose, parce que, comme ça a été dit plusieurs fois, la croyance dans les pays africains est vraiment très, 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 très forte, et c'est très difficile pour une personne, en fait, de changer d'avis. Changer d'avis sur ça, quoi, parce que c'est d'abord la croyance, et moi, par exemple, j'ai fait plusieurs travaux sur les handicaps et tout ça, et franchement, voilà quoi, dans les pays africains, et c'est vraiment très difficile, en fait. Dès qu'il y a une différence, on est tout de suite mis à l'écart, on n'a pas envie de comprendre pourquoi l'autre est comme ça et tout, on n'a pas envie de l'aider, mais c'est vraiment, c'est le diable qu'on fait. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est d'abord les familles avant même d'aller à l'école. L'école peut faire du travail, mais tant que les familles ne sont pas impliquées, bah... Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et quand je parle d'éducation, pas forcément l'école. C'est tout ce que vous dites, en fait, parce que la première éducation commence à la maison. Donc, on n'a pas d'éducation à la maison, l'école ne peut rien faire. Mais en fait, les deux doivent travailler en collaboration. Et comme je disais, il faut un équilibre. Parce qu'à la maison, on peut t'apprendre une chose, il ne faut pas que non plus à l'école, on t'apprenne une autre chose. À l'école, on peut t'apprendre une chose, si à la maison, tu apprends autre chose, bah, il y a un moment, l'enfant est tiraillé entre les deux. Et... Oui, je suis tout à fait d'accord. Bonjour. J'ai deux questions. Est-ce que vous savez ce qui se passe en fait en dehors du Congo pour les enfants sorciers, si l'État et si les églises agissent? Et une deuxième question, on a bien vu que par exemple au Congo, la politique et l'État ne fait strictement rien pour eux. Et on a vu qu'il y avait une forte croyance religieuse. Donc est-ce que ce ne serait pas aux vraies églises de faire quelque chose et d'agir? Merci. Je crois que c'est l'une des phrases dans les buts de mon projet de cet été. C'est exactement ça. C'est la première phrase. C'est la première phrase du projet. Parce qu'en fait, on a tout un projet pour cet été au Congo. Et on veut s'appuyer sur des églises, les vraies églises de Jésus, comme elle les a appelées dans le projet. Parce que effectivement, si des églises viennent en aide, etc., et que les fidèles même s'occupent des enfants, etc., c'est ça aussi qui va pouvoir changer les choses. C'était quoi l'autre question? Comment ça se passe pour les enfants sorciers qui sont en dehors du Congo, puisqu'on a bien vu que c'était assez étendu? Alors, je ne veux pas mentir, Là, je suis en train de penser à l'autre Congo, parce que l'autre Congo, c'est pareil aussi. Dans les autres pays, je n'ai pas beaucoup d'informations. Parce qu'il me semble en fait que le Bénin, c'est un pays assez islamisé et qu'il y a beaucoup de musulmans. Donc j'aimerais savoir si ça se répercute sur d'autres populations qui ne sont pas chrétiennes ou catholiques. Et si, dans ce cas-là, les imams, ils font quelque chose, quoi. C'est beaucoup plus répandu dans les communautés chrétiennes
que dans les communautés musulmanes. Enfin, ça, c'est ce que disait le dernier rapport de l'UNICEF qui date de 2011. Ça a pu changer depuis, mais on remarque quand même que c'est beaucoup plus étendu dans le christianisme. Et après, chaque pays a aussi ses spécificités. Au Bénin, c'est surtout les enfants qui sont nés prématurément, qui se présentent par le siège, etc., qui vont être accusés de sorcellerie. Ou alors, j'avais vu une histoire aussi d'une petite fille dont ses dents commençaient à pousser par le haut et pas par le bas. Et la mère a voulu le cacher, parce que le jour où les autres s'en sont rendus compte, elle a été accusée de sorcellerie et ils ont voulu tuer l'enfant. Et donc, c'est un peu... c'est lié en fait, enfin, c'est toujours un peu la même chose. Après, au Burkina Faso, au Mali, ça existe aussi, c'est plus par rapport aux jumeaux. Les jumeaux qui constituent un mystère parce que leur relation, leur conception, on ne sait pas trop comment c'est possible. Et en fait, au Burkina Faso ou au Mali, ils vont être choyés, ça va être, des fois c'est même considéré comme un miracle, alors que dans l'Afrique de l'Est ou plus vers l'Afrique du Sud, il suscite une crainte. Et ouais. Du coup, c'est vraiment là partout, mais c'est super difficile de savoir exactement ce qui se passe dans chaque pays. C'est pour ça que nous, on a concentré nos recherches sur le Congo, aussi parce qu'on avait la possibilité d'avoir des témoignages directs, ce qui n'était pas le cas pour les autres pays. Et après, ça va être un peu horrible ce que je vais dire parce que je ne connais pas du tout et je pense que dans tous les cas, il n'y a rien de bénéfique à être enfant sorcier au Congo. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... C'est dur de dire ça, des points positifs. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une position spéciale? Est-ce qu'on ne va pas ensuite, lorsqu'ils vont grandir, devenir des grands marabouts ou ce genre de trucs, quoi? Au Congo? Non. Non, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a pas de point bénéfique. Enfin, je vois pas. Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de point bénéfique dans le sens où déjà, c'est super dur de grandir dans la rue, de survivre dans la rue. C'est presque impossible. Donc, c'est pour ça que la population des enfants des rues, en fait, c'est la plupart des enfants, ils ont environ 10 ans parce qu'ils ne vont pas survivre jusqu'à leurs 18 ans pour la plupart d'entre eux. Mais après, dans les points bénéfiques, entre guillemets, ce serait d'être écouté, d'être considéré comme puissant. C'est ce dont on parlait avec les caméras tout à l'heure. En fait, il y a toute une étude qui a voulu montrer que à partir de la chute du président Mobutu dans les années 90, en gros, c'est comme le père, Mobutu, c'était vraiment le père des Congolais qui s'effondre. Et là, c'est toute une génération dont les relations s'inversent. Il y avait un très grand respect pour les parents. Et là, il va y avoir beaucoup moins d'importance donnée à la figure du père. C'est une étude, hein. Je ne garantis pas que c'est la vérité. Et que du coup, les enfants auraient beaucoup plus cette situation où ils peuvent se sentir puissants, etc., etc. Et la sorcellerie permettrait ça, mais je ne sais pas si on peut appeler ça un point bénéfique. Merci beaucoup déjà de présenter ce sujet qui est très intéressant et dont on ne parle pas souvent. J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si le fait que ce soit des ONG qui viennent la plupart du temps d'Europe, en Afrique, est-ce que ça ne va pas justement renforcer ce phénomène? Est-ce que les gens ne vont pas se dire justement c'est un message qui vient de l'extérieur et du coup ils n'ont pas à nous dire comment est-ce qu'on doit traiter nos enfants? Et est-ce que ça ne peut pas justement renforcer ce phénomène d'enfants sorciers? Dans tous les cas, oui. De façon, que ce soit pour les enfants sorciers ou que ce soit pour toute crise humanitaire, quand il y a une crise humanitaire en Afrique et qu'on voit des ONG européennes ou ce qu'on aime bien appeler européennes, quand ils arrivent, les populations, forcément, ils se disent, ils n'ont pas à nous dire comment vivre notre vie, mais j'ai envie de vous dire qu'il en faut, parce qu'aujourd'hui, la plupart des ONG qui travaillent sur les enfants sorciers au Congo sont des ONG étrangères. Et ils collaborent avec certains Congolais, avec certains Congolais, parce qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas d'ONG, ou rarement d'ONG congolaises qui se sont levées pour les enfants. Et quand quelqu'un arrive, et la plupart du temps, c'est des gens qui viennent vivre au Congo, par exemple. Je parlais de la bonne sœur, elle est venue vivre, de la religieuse, la bonne sœur, oui. Elle est venue vivre au Congo et elle voit le malheur des enfants, elle veut agir. On ne peut pas l'empêcher d'agir pour les enfants. Mais maintenant,
avec les populations, oui, des fois, ça crée des conflits. Par exemple, quand le tournage du documentaire Kinshasa Kids, ben, le réalisateur, il disait qu'il a eu beaucoup de problèmes, surtout avec les policiers, avec les caméras et tout ça, ou même dans les rues. Mais il en faut, c'est ça le problème. Il en faut. C'est soit, si les Congolais veulent dire, vous n'avez pas à nous dire comment vivre notre vie, j'ai envie de vous dire, ok, dans ce cas-là, réglez le problème. Soit on coopère pour régler le problème, soit on ne peut pas laisser les enfants, dans tous les cas, dans les rues. C'est ça le truc. Pour moi, la clé, c'est la collaboration, parce qu'il y a quand même plusieurs fondations qui existent, notamment à Kinshasa. C'est des fondations, des orphelinats, etc., qui sont gérées par des Congolais, mais qui ont un appui financier, par exemple, d'ONG extérieures, et notamment de l'UNICEF. En fait, l'UNICEF, par exemple, elle ne va pas forcément agir directement au Congo avec les populations, mais va aussi donner un appui financier à des fondations ou des organisations congolaises qui vont s'occuper des enfants. Petite chose, la collaboration, comme disait Lura, c'est très important parce que quand une ONG étrangère vient au Congo, elle ne connaît pas forcément la culture, comment ça se passe. Les Congolais, eux, connaissent. Il faut qu'il y ait ce mélange-là pour que ceux qui sont ici, ils savent qu'un enfant qui fait pipi au lit, ce n'est pas de la sorcellerie. Ben, ils vont le dire aux Congolais. Mais les Congolais, eux, ils auront un rôle de dire « Ok, on a compris, mais si tu veux le dire, il ne va pas falloir que tu le dises de cette manière parce que tu ne connais pas comment les Congolais réagissent. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une collaboration. Il ne faut pas qu'une ONG qui vient de l'étranger vienne « Ah oui, vous allez faire ça, ça, ça. » Ça passe pas. Parce que vous venez trouver un peuple qui a une culture, certes, elle est peut-être pas bonne sur ce coup-là, mais il va falloir qu'on puisse, avec les Congolais qui sont plus éveillés, qui ont compris que c'est pas normal, pouvoir faire passer le message, mais d'une manière à respecter les individus qu'on trouve dans le pays. On ne vient pas imposer quelque chose comme ça. Donc, la collaboration, oui, c'est très important. Et du coup, ma deuxième question... En fait, vous avez beaucoup parlé de la rupture entre Kabila, Mobutu et l'essor des églises. Et je voulais savoir si c'était un phénomène qui était là avant... Enfin, c'est vraiment un phénomène qui est ancré dans la culture congolaise, où on peut dire que la colonisation et toute la religiosité a vraiment eu un impact. Est-ce que c'est ancré ou c'est quelque chose de nouveau, on va dire? C'est vraiment nouveau, mais nouveau pas de la décolonisation, nouveau des années 90. Le phénomène urbain des enfants sorciers, c'est tout nouveau. Avant, on n'accusait jamais un enfant de quoi que ce soit. C'était plutôt les grands-mères, par exemple, qui étaient accusées. Mais un enfant, c'est vulnérable et on n'accusait pas un enfant. Et ça a vraiment commencé dans les années 90. C'est peut-être lié aussi à tous les marchés extérieurs, etc., à la mondialisation, qui ont pu appauvrir certaines populations, etc., etc. Bonjour, merci déjà pour la conférence. Je voulais vous demander, au-delà des ressources financières, vous avez dit que du coup l'État était freiné par ça. Je voulais vous demander, du coup, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres raisons en fait, qui poussent l'État à ne pas sensibiliser et à ne pas éduquer? Irresponsabilité, voilà, c'est le mot. Non mais, il faut dire les choses. Et corruption aussi. Parce que le gouvernement congolais, ou tous les gouvernements africains, quand ils arrivent au pouvoir, première des choses à laquelle on pense, c'est merci, l'argent. On s'en moque si les enfants souffrent. Comment ça se fait que dans un pays, j'ai envie de vous dire, la base dans un pays, c'est la jeunesse. Parce que ceux qui sont au gouvernement, demain, ils partiront. Qui est-ce qu'ils vont laisser au pouvoir? Mais ça rentre pas. Pourquoi? Parce que quand on arrive au pouvoir, on était, entre guillemets, moins que rien dans la vie, on nous prenait pour tout et n'importe qui. Une fois qu'on arrive au pouvoir, on veut affirmer que nous sommes au pouvoir. Alors on prend de l'argent du gouvernement. Et tout ce qui se passe autour, non. C'est ça, en fait. Et du coup, vous ne pensez pas aussi que l'État a un intérêt à ne pas éduquer sa population? L'État, ouais, dans le sens où ne pas investir dans la population pour qu'en fait garder les populations bêtes et qu'elles ne se soulèvent pas pour des raisons politiques, pour des raisons aussi, du coup pour cette cause-là en fait. Si plus ils en savent, moins ils pourront aider. Oui. Enfin, voilà. Oui. Enfin, plus ils pourront aider, je veux dire. Oui, non mais oui, mais en fait moi je ne vois pas l'intérêt pour ces enfants-là. Pourquoi l'État ne souhaiterait pas les aider?
je veux dire pour les parents dans ce cas-là. Pas éduquer, du coup, en fait, les parents. Ne pas sensibiliser les parents face à cette cause. Et du coup, en fait, s'ils sont sensibilisés, enfin, s'ils sont éduqués, ils vont pas se dire « Oh mince, c'est vrai, en fait, j'ai agi comme un inconscient. Et ils pourront se soulever contre le... Ça peut être une raison. Ça peut être, j'en suis pas sûre, mais ça peut être une raison. Après, il ne faut pas oublier que les enfants dans la rue, ça crée aussi beaucoup de problèmes. Des problèmes de drogue, des problèmes de prostitution, les koulounas dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, l'État, il n'y a pas trop intérêt. On a beaucoup tourné autour de ce sujet et ma question est est-ce que vous pensez qu'il y a un lien très étroit entre ces nouvelles élites, donc ces soi-disant pasteurs, et le gouvernement en place? Parce que, juste pour faire un petit parallèle, par exemple, les enfants de la rue au Sénégal, les talibés, ne sont pas considérés comme des enfants sorciers, mais la plupart du temps, les familles les laissent à des maîtres coraniques, par exemple, et ces marabouts, ont un lien particulièrement important avec les élites au pouvoir. Donc, à tel point que même pour les élections, imaginons, on est censé changer de président. Si le marabout demande à sa population, à ses fidèles de voter contre le président qui se présente, il y a de fortes chances que la population écoute. Donc, pensez-vous que justement, il y ait une certaine, pas alliance, mais disons, une collusion, comme tu dis, entre ces nouvelles élites et les partis au pouvoir? Alors, il y a beaucoup de... Maintenant que j'y réfléchis, j'ai envie de vous dire oui. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs ou ces pasteurs-là qui sont en lien avec le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y en a même un, on l'a appelé le pasteur du président. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, ils ont une sorte d'influence, mais elle est pas... Enfin, parce qu'en fait, même ces pasteurs-là, j'ai envie de vous dire, le gouvernement veut les garder sous leur emprise. C'est-à-dire qu'on vous laisse continuer ce que vous faites, ben nous, on garde aussi un pouvoir sur vous. Mais ils n'ont pas, comme au Sénégal, comme vous dites, où le marabout peut avoir une influence sur... Non, au Congo, non. Au Congo, c'est plutôt le gouvernement qui a une influence sur eux, mais ils sont quand même représentés parce que dans la société congolaise, la manière dont c'est organisé, l'Église a une place au gouvernement, rencontre dans certaines réunions les représentants du gouvernement pour parler justement de ces églises qui envahissent les villes. Et donc oui, ils ont des liens, mais dans un sens, c'est plutôt le gouvernement qui a une emprise sur eux. Et comme le gouvernement ne fait rien, il les laisse continuer. C'est une question un peu spécifique, mais on parle au fond des erreurs du gouvernement et des failles du gouvernement depuis tout à l'heure. Et ça me surprend, ça m'a réellement surprise qu'il y ait une loi qui soit faite pour les enfants sorciers. Est-ce qu'il y a un contexte derrière cette loi-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a poussé pour, ou elle vient d'où? Alors, je ne pourrais pas répondre précisément à la question, mais les lois sont changées aussi en fonction des standards internationaux. Le Congo, c'est un pays qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. À partir de ce moment-là, il a des obligations. Et du coup, il y a effectivement des choses qui sont faites quand même. Cette loi, c'est pas rien. Le problème, c'est que ça suffit pas d'écrire ça sur un papier. Il faut aussi que ce soit appliqué. Et c'est là, en fait, la faille du gouvernement. Bonjour et merci d'être venu. Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il n'y a pas de police, par exemple, qui est mise en place et qui pourrait veiller à ce genre d'abus des enfants? Alors, je ne sais pas si vous avez... Bon, je ne vais pas le relire, mais la police... Oui, j'ai vu qu'elle exerçait des violences, c'est ça? Exactement. Okay. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est tout un système, en fait, à changer. Et du coup, il n'y a pas eu de sanctions internationales sur le gouvernement congolais?
Si, il y en a même toujours, hein, mais ça ne change pas les choses pour l'instant. Mais en fait, même par rapport aux policiers, c'est toujours la même question de pouvoir. Un policier, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Et les policiers vont même utiliser les enfants sorciers des fois pour leur dire, regarde, là, j'ai vu quelqu'un de riche, tu vas aller lui voler son téléphone portable et son porte-monnaie, et tu vas venir me donner ce qu'il y avait dans le porte-monnaie. Et c'est ce que filme. Il y a une scène comme ça qui est filmée dans Kinshasa Kids, et quand elle parlait du problème que le réalisateur a eu avec les policiers pour filmer, etc., c'était précisément pour ce genre de scène. Pensez-vous qu'il y a des tribunaux pour porter cette cause? Y aurait-il des avocats qui parleraient de ce sujet? Et est-ce possible justement de traiter ce problème au sein d'une cour? Oui, en fait, il y en a des magistrats, il y a des personnes qui se battent pour ça. Dernièrement, mon père m'a envoyé, pas dernièrement, il y a un bout de temps, mon père m'a envoyé un cas qui a été justement porté au tribunal pour enfants ou quelque chose comme ça. Oui, il y a des magistrats qui se battent pour, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ont besoin d'un soutien, en fait, que ce soit collectif, parce qu'on peut être dans un groupe. Si moi, je décide aujourd'hui de lutter contre quelque chose et je suis toute seule, ben, je n'irai pas très très loin. C'est ça le problème. Mais oui, il y a des gens qui se lèvent pour, et nous, notre but, ce serait vraiment de sensibiliser le maximum de personnes pour se lever pour cette cause. Et après, même dans le cas où il y a des accusations de sorcellerie et que les parents sont contre ces accusations de sorcellerie, ils vont rarement pousser jusqu'au tribunal parce que c'est des procédures très complexes, c'est de l'argent, etc., etc. Donc ça va rarement jusqu'au tribunal. C'était pas vraiment une question, c'est plutôt un apport. Après, j'ai passé une partie de ma vie en Angola. Et ce qui est vraiment désolant, c'est que tout ce système de faux pasteurs, de fausses églises, en fait, c'est devenu tellement normal, c'est juste banalisé, et limite, on va en faire des blagues, dans le sens où c'est un faux pasteur, ou il se passe ça, il se passe ça. Mais en fait, on ne se rend pas vraiment compte que c'est un problème très sérieux, et c'est juste banal d'avoir une personne qui va dire un peu n'importe quoi. Exact. En fait, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. C'est pour ça que quand je parlais de la collaboration qu'il doit y avoir entre les personnes qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, parce que les personnes qui sont nées dedans, en fait, pour eux, c'est normal. Moi, comme je disais au début, je suis née au Congo. Je ne vais pas dire que je trouvais ça anormal. Je ne trouvais pas ça normal non plus. Enfin, j'ai envie de dire, ouais. Mais il a fallu que je sorte de ce monde-là à un moment, que je lise l'histoire de Rachel pour me dire, mais attends, tous les jours, j'allais à l'école, je voyais des enfants, pour moi, ça paraissait normal. Mais en fait, ils vivent tout ça. En fait, il faut qu'il y ait un... Voilà. Tant qu'on reste dedans, comme vous dites, on va même plaisanter dessus, ça devient normal, en fait. Mais il faut vraiment que quelqu'un nous dise, non, c'est pas normal. Il faut vraiment sortir de ce monde-là à un moment pour pouvoir se dire, ah oui, quand même. Donc... Mais en lien avec ça, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que les vraies églises indiquent qu'on ne peut pas accuser les enfants de sorcellerie, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler à diminuer l'influence du religieux au Congo? Parce que moi, je pense que tant qu'il y aura du religieux, il y aura des gens qui en feront commerce. Et le problème, c'est peut-être justement une trop grande crédulité. Plutôt que c'est aussi les problèmes des gens qui vont pervertir la religion, mais aussi une trop grande crédulité des gens par rapport à ça. Le problème, c'est que c'est des populations qui restent très très religieuses, et si on arrive avec notre regard d'Européens que de nos États laïcs comme en France, etc., et que la religion ne doit pas avoir d'influence sur l'individu, aller essayer de mettre ça dans la tête des Congolais, c'est pas la même culture. Il faut prendre en compte le fait que pour eux, la religion, c'est quelque chose de très important, et que pour eux, l'Église doit avoir un pouvoir, et c'est normal. Et moi, je pense qu'on peut tout de même diminuer cette influence des religieux, notamment avec l'État. Parce que aujourd'hui, ok, on est
la plupart des Congolais se considèrent chrétiens, mais on n'a pas à avoir non plus, à mon sens, dans une rue, plus de 20 églises. Ça ne sert à rien. Enfin, il y a un moment, il faut se rendre compte qu'il y en a au moins une dans les 20 qui n'est pas bonne. Donc, ok, on veut une église, mais il faut diminuer en quantité. Et en plus, c'est que des fois, les églises ne sont même pas légales. Parce que pour construire une église à un endroit, il faut avoir les papiers pour. Parfois, des gens arrivent dans un terrain, ils construisent une église, l'État n'est même pas au courant. Ça, déjà, ces genres d'églises-là, on peut déjà commencer par raser tout ça. Je pense qu'on va en perdre beaucoup. Parce que la plupart des églises qui font ça, au niveau légal, quand on regarde, ils ne sont même pas dans les fichiers de l'État. Si ça se trouve, le pasteur n'a même pas ses papiers. En fait, par rapport à la religion et par rapport à toutes ces questions, tout est question d'équilibre. Évidemment qu'il y a une influence à baisser, évidemment qu'il faut quand même garder l'Église parce que c'est important dans la culture congolaise, mais tout est question d'équilibre. Justement, moi, je vais parler par rapport aux églises. Il faut savoir qu'au Congo, la population est pauvre. Et la plupart des églises, qu'est-ce qu'ils disent? Si tu viens chez moi, si tu donnes l'offrande, si tu fais ceci, tu vas voyager, tu vas avoir des enfants, tu vas être riche. Et la population aime ça. La population aime entendre qu'on lui dise « Oh, tu vas devenir riche si tu le fais. Si tu chasses ton enfant qui est sorcier, c'est ton enfant qui fait que tu n'as pas de travail, c'est ton enfant qui fait que tu peux pas concevoir, tu peux pas ceci. » Et la population adore ça. La population veut qu'on lui dise ça. Qu'on lui dise, elle vit dans cette image-là de « Ah, si je vais là-bas, si je donne l'offrande, si je fais ça, je serai riche, je serai comme ça. » Et donc, ça devient difficile qu'une personne puisse partir chez quelqu'un dans une église où on lui dit ton enfant il n'est pas sorcier, c'est pas vraiment ça, il va se dire en fait cette personne ne veut juste pas que moi je progresse dans la vie, il veut pas que je devienne riche et tout ça c'est un peu compliqué. Oui, d'où le gouvernement doit arrêter de prendre l'argent et augmenter le niveau de vie en fait. Voilà. Parce que si on augmente le niveau de vie, pourquoi ce phénomène est plus répandu chez les pauvres? Vraiment beaucoup plus chez les pauvres. Parce que chez les riches ou les gens, par exemple les Congolais qui ont une double culture congolaise et européenne mais qui vivent au Congo, quand ils arrivent en France, par exemple, je vais prendre les franco-congolais, quand ils arrivent en France, ils savent très bien qu'un enfant qui parle la nuit, oui, n'est pas sorcier. Donc forcément, il y a une influence de leur éducation sur la culture. Donc voilà. Mais je me rends compte, je le dis comme ça, mais il y a beaucoup de travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'État congolais. Je suis désolée, il n'y a pas d'État congolais. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Parce que depuis tout à l'heure, on pose plein de questions, mais on se dit que oui, mais si on fait ça, ça va faire ci, si on fait ça, ça va faire ça. C'est un cercle vicieux. Tout ça parce qu'il y a un moment, l'État n'a pas pris sa responsabilité en main et qu'il n'y a pas d'État, en fait. C'est un pays où tu fais ce que tu veux. Voilà. Tout est à refaire. Mais je suis consciente du problème, mais on va y aller petit à petit. D'ailleurs, juste pour revenir sur l'histoire de la religion et de son utilisation par le gouvernement, je pense que c'est un problème qui touche pas mal de pays en Afrique. Et je pense notamment à l'Algérie, avec notamment ce qui est en train de se passer en ce moment. En fait, en Algérie, avant l'époque du FIS, donc du Front islamique du salut, les gens n'étaient pas vraiment religieux. Et en fait, le gouvernement a utilisé le FIS, dont l'origine n'est d'ailleurs pas très claire, mais je ne reviendrai pas dessus. Comme Kabila, j'ai envie de vous dire. Oui, voilà. Et c'est pour ça que peu à peu, les gens se sont détournés de vrais problèmes pour se concentrer uniquement sur la religion et l'utiliser comme justification. Et donc du coup, je pense que ça, c'est une des grosses causes des problèmes qu'on peut observer. Je connais un pasteur qui, lui, une fois, pendant un culte, il a dit à ses fidèles, arrêtez de venir à l'église pour résoudre vos problèmes. L'église ou la foi en Dieu ne résout pas tout. Ne croyez pas parce que vous croyez en Dieu que Dieu va tout résoudre, parce qu'aujourd'hui, la religion en Afrique, c'est l'échappatoire. J'ai pas assez d'argent, je m'accroche à Dieu. Oui, mais tu t'accroches à Dieu, va te dire, mon gars, va travailler. Il y a un moment, oui. Donc, oui, non, mais c'est des sérieux problèmes.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Quand tu proposais qu'il fallait abolir la religion juste parce qu'il y en a qui l'utilisent de manière détournée, je pense que ce problème, on l'a eu depuis des siècles en France aussi, et c'était tout le sujet du Tartuffe de Molière, où il disait que c'était l'usage de la religion par les faux dévots, mais le problème, c'était pas la religion en elle-même, c'était la manière détournée. Et dans son préambule, il disait que, par exemple, les médicaments, si on les utilise à d'autres doses, ça peut devenir des poisons, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter la médecine. Et donc c'est pareil pour la religion, c'est pas parce qu'on l'utilise à mauvaise dose qu'il va falloir l'abolir. Donc voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. Tout est question d'équilibre, de collaboration entre l'État, entre toutes ces personnes, toutes ces personnes concernées, et aussi la jeunesse, parce que c'est la nouvelle génération qui est en train de grandir. Est-ce qu'on va les laisser évoluer aussi dans cette culture-là, ou à un moment on va se dire, écoutez, nos frères, nos sœurs, nos petites sœurs, nos petits frères ont grandi dans ça, ils ont vécu ça. À un moment, il ne faut pas attendre qu'il y ait une personne comme Rachel Mwanza qui a été accusée de sorcellerie, mais non, elle sait que c'est pas bien, pour pouvoir sensibiliser tout le monde. Moi, j'ai pas été accusée de sorcellerie, je ne vais pas attendre d'être accusée de sorcellerie pour pouvoir agir. Donc maintenant que je vois le problème, il va falloir agir. Et c'est ça qu'il faut, je pense, inculquer à tous les jeunes Congolais, ou même des jeunes internationaux, parce que moi, j'ai pas honte. Je sais qu'une fois, ma sœur, elle faisait une blague comme quoi, quand je fais mes conférences comme ça, là, sur le Congo, elle me dit « Ouais, mais t'affiches notre pays et tout ». Bref, j'ai pas honte de le dire, parce qu'on a besoin d'aide. Il y a un moment, il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et on ne sait pas d'où l'aide viendra, mais on en a besoin. Voilà pourquoi on parle, que ce soit aux jeunes, que ce soit aux collégiens, lycéens, pour pouvoir justement sensibiliser tout le monde. Parce que, ok, les Congolais, ils peuvent y arriver, mais peut-être qu'avec des Européens, on peut aller plus loin. Et voilà. Une dernière question. Non. Le FIS. Ah non, en fait, le FIS, c'est le Front islamique du salut, donc c'est un parti islamique qui a émergé en Algérie dans les années 90. Et en fait, après, ça a généré ce qu'on appelle la décennie noire, où il y a eu une guerre civile en Algérie où énormément de gens sont morts. Parce qu'en fait, après, le FIS a été interdit par le gouvernement, mais du coup, ça a généré une vague de terrorisme sur le pays. Et après ça, en fait, le gouvernement a décidé d'utiliser la religion pour que les gens se détournent de vrais problèmes. Et comme elle parlait des églises qui émergeaient d'un seul coup, ça m'a rappelé l'Algérie, parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de mosquées. Et d'un seul coup, on a eu, dans la même rue, 10 mosquées. On ne sait pas ce qu'elles font là, mais elles sont là, quoi. Et au final, on se rend compte que c'est juste le gouvernement qui utilise ça comme instrument, en fait, pour endoctriner les gens. Une dernière question. Est-ce que vous avez des solutions? Ou des idées de solutions, en tout cas? Pour moi, c'est déjà réduire le nombre des églises au Congo, oui. Revoir le social de la population congolaise, parce que c'est ce qui pousse les gens à aller voir les églises. Et comme vous aviez dit, essayer de parler avec les familles. L'éducation, c'est très important, parce que c'est vrai qu'on va à l'école, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, je vais un peu répéter ce que vous avez dit, mais ce serait s'appuyer sur la jeunesse, puisque comme vous l'avez dit, c'est l'avenir de demain. Donc si on sensibilise bien et si on mobilise bien la jeunesse, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ça remontera en haut et eux aussi pourront faire quelque chose. Exact. Mais tant qu'il n'y a pas de mouvement, Peut-être développer les écoles autonomes et les orphelinats, créer, à travers un travail associatif, justement, créer un maillage associatif important qui met en place des écoles et des systèmes d'éducation parallèles à ceux qui existent déjà. Ouais. Et surtout appliquer aussi la loi qui dit que l'école doit être gratuite au Congo, au primaire et au lycée, si je ne me trompe pas, qui n'est toujours pas appliquée. Ce serait plus une question, mais pensez-vous qu'un procès serait à faire aux membres de l'État, c'est-à-dire pour toucher les premières personnes, pas forcément responsables, mais qui ont
un acte important à jouer pour changer les choses. Est-ce que vous pensez que ce sujet, cette cause, serait motif de procès à... Actuellement, l'État, je dirais non. Parce que les mêmes tribunaux sont corrompus par l'État. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les élections de 2018, j'ai pas honte à le dire, ils ont été truqués, enfin, faut se dire la vérité. Et le candidat qui était censé gagner d'après la Senco est allé, a fait recours au Conseil constitutionnel. Et les tribunaux en question ont été corrompus par son adversaire. Donc forcément, c'est... Voilà. Là, c'est pareil. Tshisekedi, celui qui est passé, il était présenté comme un opposant. Et en fait, son père était un vrai opposant à Kabila. Et lui, il a pris sa descendance. Et en fait, dès qu'il est arrivé au pouvoir, déjà, on a vu qu'il y avait eu un rapprochement avec Kabila. Et dans tous les cas, Kabila sort du pouvoir, mais il est quand même le président de l'Assemblée nationale. Donc, Kabila est toujours le président de la République démocratique du Congo. C'est juste qu'il a pris la casquette Tshisekedi. Voilà. Je tiens à préciser. Mais sinon, à long terme, oui. Parce que c'est ce qui est en train d'être fait. Je ne sais pas si vous connaissez la situation à l'est du pays, avec le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui est en train de mettre en place, avec une clinique juridique, des procès contre des personnes qui ont commis des viols sur les femmes, qui sont en train d'être faits. Mais maintenant, il faut y aller doucement. Parce que si on sensibilise la jeunesse aujourd'hui, on éduque les gens de manière à ce qu'ils comprennent que c'est un phénomène anormal, ces gens vont un jour prendre le pouvoir. Et dans ce cas-là, si on a parmi eux des gens qui ne respectent pas les règles, c'est là où on peut faire des procès. Mais dans le cas actuel, je suis désolée de le dire, mais... Et après, si c'est des choses internationales, ça va être compliqué aussi pour question d'ingérence, etc., etc. Je voulais vous demander, donc vous disiez que les individus pouvaient s'autoproclamer pasteurs. Est-ce que les églises sont encadrées? Est-ce qu'il y a des... est-ce que c'est un peu institutionnalisé? Est-ce que quelqu'un contrôle la création d'églises, etc. Justement, non. Certaines églises, oui. Les vraies églises qui font les choses dans les règles, quand ils veulent créer une église, ils vont voir... vont à la mairie, remplissent les formalités qu'il faut. Mais ceux qui s'autoproclament pasteurs, ben non. Des fois, ils arrivent, ils sont dans un... alors, je vais prendre l'exemple. Le Congo, il faut savoir que les maisons au Congo sont un peu différentes d'ici. C'est-à-dire qu'on a une maison au centre, ou plusieurs maisons, et autour, on a vraiment un grand jardin. On a vraiment de l'espace. Ce qu'ils font, certains pasteurs, ceux qui louent une maison ou un appartement dans une ville, et ils vont juste demander au propriétaire, est-ce que ça te dit si je mets une église ici? Le propriétaire, s'il est d'accord, ok. Mais par contre, les dîmes des fidèles et les offrandes, on partage à deux. Ok. Ils installent une église, pip, église de Jésus-Christ, venez, voilà. Et là, il y a l'église et les enfants viennent, voilà. Et ça pourrait pas être déclaré illégal, il pourrait pas y avoir comme ça des contrôles. Enfin, peut-être qu'après ça enfreint la liberté de religion. Je sais exact. Moi, j'y ai pensé quand même. J'y ai pensé dans le sens où l'État pourrait peut-être envoyer des infiltrés, entre guillemets, dans certaines églises je sais que c'est compliqué, mais il faut réglementer ces églises-là, parce que sinon, ça va continuer, en fait. Ça va continuer. Mais il faut des réglementations... Mais après, c'est tout un gouvernement qui doit être apte à faire ces genres de choses, qui doit prendre ses responsabilités en main. Et ça, moi, je pense qu'il faut juste il faut vraiment que les jeunes se lèvent et commencent à dire non, stop. Parce que c'est possible, hein. Mine de rien, c'est possible. Je lisais je suis en train de lire le livre de Thomas Sankara. C'est un homme, il a pris le pouvoir, il avait même pas 40 ans. C'était un jeune. Il a su lever une armée de jeunes qui ont changé l'histoire de tout un pays. Donc je me dis, pour le Congo, si une jeunesse se lève, qui n'a pas froid aux yeux, parce que les Congolais sont vraiment peureux, s'ils enlèvent leur peur, ils se disent, c'est notre pays, on veut que les choses changent, je pense que oui. Je pense que oui.
Après, il y a peut-être juste quelque chose qu'on n'a pas assez souligné par rapport au problème des enfants sorciers. C'est vraiment un problème parmi d'autres. Et il y a déjà des conflits au Congo que le pays doit essayer de régler, avec beaucoup de morts, de la malnutrition, etc. Donc c'est compliqué aussi de s'atteler à des problèmes qui peuvent paraître plus mineurs, entre guillemets. En tout cas, merci. Merci à vous d'être restés aussi tard et parlez-en autour de vous si vous en avez l'occasion. Parce que, comme je disais, on ne sait pas qui est-ce qui va aider. Peut-être que ce sera vous qui allez aider des enfants dans 10-20 ans. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup.